Il y a quelques temps, je vous postais une vidéo vous racontant un petit peu notre vécu, notre aventure avec le mort, et je la concluais en vous disant que je ne souhaitais plus mettre de mort à Bohème. Et aujourd'hui, je vous poste ça. Et oui, il y en a eu du chemin parcouru en 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, je bossais Bohème uniquement en azur et en cordelette. Quelques mois plus tôt, elle s'était complètement braquée contre le mort et tout se passait très bien sans, alors aucun intérêt d'insister. Entre-temps, j'ai énormément bossé toute seule, sans être forcément encadrée, et finalement, je crois que c'est ce qui m'a un petit peu sauvée, et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. J'ai découvert qu'on pouvait freiner ou tourner en se servant d'autres aides que les mains, que le poids du corps n'était pas une légende, que les jambes pouvaient servir à autre chose que donner des coups de talon, enfin plein de choses que je n'avais pas soupçonnées avant en fait. Et au fur et à mesure, mes mains me sont devenues complètement inutiles pour faire toutes les choses basiques. Avec le recul, est-ce que c'est contre le mort ou contre mes mains qui lui envoyaient trop d'informations qu'elle se braquait? Le fait de travailler seule m'a obligée à sortir de ma zone de confort. J'ai galéré, Bohème a été le meilleur professeur que j'ai pu avoir de toute ma vie et j'ai énormément progressé, j'ai été obligée de réfléchir, de me remettre en question, de m'ouvrir l'esprit et on a énormément évolué toutes les deux. On a appris à se comprendre et à lire et décrypter le langage de l'autre et c'est le meilleur des déclics. Quand toutes les notions de base ont été vraiment acquises, que Bohème ne travaillait plus contre moi mais avec moi, quand elle a arrêté de monter en pression dès que je tendais un petit peu mes rênes, quand elle a commencé à se décontracter au travail, j'ai commencé à réfléchir un petit peu et à m'intéresser à la biomécanique. J'ai cherché à comprendre quels étaient les bons mouvements pour que son schéma corporel fonctionne bien, autrement dit, quelle était la bonne attitude pour qu'elle puisse me porter sur son dos sans se faire mal. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la biomécanique du cheval, mais en gros, pour qu'il nous porte correctement, notre cheval doit avant tout être décontracté et engagé avec ses postérieurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pousse pour aller chercher ses pas loin. À partir de là, tout un mécanisme va s'enclencher, donc l'encolure va s'étendre, entre guillemets, les abdos vont se contracter et le dos et le garrot vont monter. Quand on y réfléchit, en fait, c'est plutôt simple. La seule petite difficulté, ça va être de maintenir l'encolure à une hauteur correcte, de sorte à ce qu'elle soit pas trop haute, parce que dans ce cas-là, le dos va se creuser et c'est très mauvais puisque les muscles ne vont plus soutenir la colonne vertébrale correctement. Et au contraire, si elle est trop basse, ça va surcharger l'avant-main, donc c'est pas très bon déjà pour les articulations. Et en plus, ça va modifier le centre de gravité et perturber l'équilibre du cheval. Et avec un cavalier sur le dos, c'est encore plus difficile à gérer pour lui. Bien sûr, quand j'ai compris tout ça, j'ai essayé de le mettre en place avec le side pull, mais je me suis vite rendue à l'évidence, le side n'est pas assez précis pour nous. Je vais essayer de vous donner un exemple tout simple, on va partir sur une incurvation. Donc on oublie les jambes, on part du principe que le cheval engage bien, etc. On va demander du pli avec l'arène interne et tendre l'arène externe, donc pour garder le cheval entre notre jambe intérieure et notre main extérieure. Sauf que j'ai rencontré une difficulté, c'est que j'avais du mal à expliquer à Bohème quelle reine je voulais juste tendre et avec laquelle je lui demandais du pli, parce que en fait ma muserolle elle est fabriquée en une seule partie, et du coup dès que je faisais une action de main, ça agissait sur toute la muserolle, sur tout le chanfrein, et du coup c'était pas assez précis. Résultat, c'était un peu la bataille et surtout c'était pas très clair, vraiment confus, du coup je me suis dit que j'allais essayer avec le mort, voir ce que ça donnait. Moi je suis partie sur un mort simple à double brisure et tout de suite ça a été beaucoup plus simple. Et en fait, en y réfléchissant, c'est logique parce que déjà, il est articulé en plusieurs parties, donc 3 pour le mien. Et donc chaque reine agit sur un côté différent et de manière différente puisque mon action de main va pas être la même pour demander du pli ou pour juste venir au contact. Et ensuite, le fait qu'il soit placé dans la bouche le rend forcément plus facile à lire pour le cheval puisque c'est un endroit beaucoup plus sensible que le chanfrein où est posée la muserolle. D'ailleurs, à parler de sensibilité, il est super important de prendre conscience de celle-ci et de la douleur en fait qu'on peut provoquer avec un mort. Alors, petite parenthèse, oui, je sais, on peut aussi faire mal avec une en-azur, mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Comme je l'ai dit juste avant, la bouche c'est un endroit très sensible, plein de nerfs en fait, et il faut prendre conscience que le moindre mouvement, la moindre action, le simple fait de serrer ses doigts sur les rênes va avoir des conséquences dans la bouche du cheval, et que effectivement si on abuse trop de ça, ça peut faire très mal. Je pense que vous l'avez compris, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on n'éduque pas un cheval en lui mettant des morts toujours plus dures jusqu'à ce qu'il s'y soumette. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que le mort peut nous aider à guider un peu mieux le cheval et à créer moins de confusion dans nos demandes, mais il faut absolument avoir conscience des conséquences de nos actes.
Pour moi, le mors, en fait, si on s'en sert, c'est pour qu'il serve juste de soutien et de guide, un petit peu à l'image d'un arbre qu'on aura fait pousser le long d'un tuteur. Il y a des arbres qui vont pousser très bien tout seuls, tout droit, il n'y aura pas besoin de mettre quoi que ce soit pour les aider, et il y en a d'autres où il faudra leur montrer la direction et les soutenir un petit peu. Pour moi, c'est exactement la même chose pour le mors, et vous l'avez compris, c'est du cas par cas. À l'heure qu'il est, Bohème a de temps en temps un mors dans la bouche, mais le side reste quand même notre outil principal. Je la trouve plus à l'aise en side, et je vous cache pas que c'est pareil pour moi. D'ailleurs, j'utilise le mors uniquement lorsque je suis encadrée et quand on a besoin de travailler vraiment la précision ou alors qu'il faut qu'on mette des codes en place. Je pense notamment au fait que cette année, j'ai commencé à travailler avec une monitrice dont l'enseignement est axé école de la légèreté et d'ailleurs qui au passage accepte volontiers que je monte sans mors, donc pour vous dire un petit peu l'ouverture d'esprit quoi. Pour le moment, en tout cas, je reste convaincue que pour nous, l'utilisation du mors va rester provisoire ou alors exceptionnelle. Cette vidéo-là, je la fais pas pour que vous pensiez ou que vous fassiez comme moi, je la fais encore moins pour servir d'exemple, je suis pas un exemple à suivre du tout. Je voulais juste en fait vous exposer mon avis, vous partager ma réflexion et vous expliquer pourquoi je réagis de telle manière et pourquoi j'ai fait ci ou ça. Pour nous, ça fonctionne très bien comme ça, mais encore une fois, c'est du cas par cas. Il y a certains chevaux qui vont avoir besoin toute leur vie de ce tuteur pour les guider, d'autres temporairement et d'autres pas du tout. Donc chacun fait comme il veut et peu importe ce que vous choisissez, quoi qu'il en soit, écoutez d'abord les besoins de vos chevaux. Travaillez avec eux en équipe. Ayez conscience de la puissance de l'outil que vous avez entre les mains et utilisez-le de manière bienveillante. Être conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers le savoir.